Si l'on regarde dans le passé, on trouve plusieurs projets grandioses que la nature semble offrir à l'humanité comme pour dire « c'est maintenant ou jamais ». Des projets auxquels les gens s'empressent de répondre avec enthousiasme, avant que la ferveur ne retombe rapidement. Car ils se rendent compte que c'est bien trop complexe et hors de portée. Pourtant, même si les obstacles sont réels, les bénéfices promis sont si séduisants que les gens finissent tôt ou tard par revenir à l'idée. Et là, miracle! La solution existait bel et bien depuis le début. Bonjour à tous! Il est probable que le projet consistant à amener l'eau de la Méditerranée jusqu'à la dépression de Qattara, dans le désert du Sahara, connaisse exactement le même destin. Voilà une idée qui flotte dans l'imaginaire collectif depuis plus d'un siècle. À plusieurs reprises, sa mise en œuvre a été envisagée, mais chaque fois, elle s'est heurtée à des obstacles techniques qui ont conduit à son abandon. Et pourtant, dernièrement, une rumeur a commencé à circuler. Le gouvernement égyptien se serait de nouveau penché sur ce plan et aurait chargé un grand cabinet de conseil d'en évaluer la faisabilité technique et économique. Ce projet, qui relevait autrefois du pur rêve, pourrait-il enfin devenir réalité? Ici, Père Duchan. Entrons maintenant dans les détails, étape par étape. Que cherche précisément à diviser l'Égypte? Bien sûr, l'idée de fendre tout le Sahara pour le transformer en une terre luxuriante pleine de verdure a de quoi faire rêver. Mais malheureusement, le Sahara est bien trop vaste et les technologies actuelles sont loin d'être capables de relever un tel défi. Imaginez un paysage plus étendu que l'Australie, entièrement recouvert de sable stérile et de pierres brûlées par le soleil. Ainsi, diviser le Sahara n'est qu'une expression imagée. En réalité, ce dont on parle, c'est d'une région bien précise, appelée la dépression de Qattara, qui s'étend sur environ 19 000 km². Ce n'est pas une surface négligeable. Elle rivalise en taille avec le lac Ontario, l'un des plus grands d'Amérique du Nord. Mais contrairement à ces grands lacs américains, la dépression de Qattara ne contient pas une seule goutte d'eau. Imaginez un immense bassin naturel, complètement à sec, entouré de plateaux et de montagnes rocheuses, comme une gigantesque vasque oubliée que personne n'aurait remplie. Et l'un des traits les plus remarquables de cette gigantesque vasque vide, c'est que son fond se trouve à 133 mètres sous le niveau de la mer. En voyant cela, les gens se sont mis à réfléchir. Et si on remplissait cet espace naturel monumental avec de l'eau? D'autant que la distance qui sépare la dépression de Qattara de la mer Méditerranée varie selon les itinéraires possibles, mais elle n'est que de 55 à 80 km. Cela dit, il ne s'agit pas de dizaines de kilomètres de routes goudronnées, mais bien d'une étendue de pierre et de sable au cœur du Sahara. Et pour compliquer encore les choses, un plateau calcaire appelé le plateau de la Marmarique s'interpose entre la Méditerranée et la dépression de Qattara. L'histoire d'un méga-projet. On ignore qui a été le tout premier à imaginer l'idée de remplir la dépression de Qattara avec de l'eau. Mais le premier à avoir véritablement présenté une justification économique solide fut le géologue allemand Albrecht Penck. En 1916, il proposa de construire un canal permettant d'acheminer l'eau de la Méditerranée jusqu'à la dépression de Qattara. Penck raisonna de façon très logique. Si le canal présente un dénivelé, alors on pourrait y construire une série de centrales hydroélectriques le long de son tracé. Mais comme on était en pleine Première Guerre mondiale, le projet de ce géologue allemand n'attira l'attention de personne. Ce n'est qu'en 1927 que l'idée fut remise sur la table, cette fois par un ingénieur britannique nommé John Ball. À la demande du gouvernement égyptien, Ball mena des études en 1927 et 1933, au cours desquelles il cartographia en détail la dépression de Qattara. Il publia les résultats de ses observations dans la revue Geographical Journal. Dans cet article, Ball discute de la faisabilité de creuser un canal reliant la Méditerranée à la dépression de Qattara et d'exploiter l'énergie de l'eau tombant dans cette cuvette pour produire de l'électricité. Ce qu'il proposait de plus novateur, c'était l'idée d'un cycle naturel dans lequel l'eau provenant de la Méditerranée circulerait de manière continue dans la dépression. Selon ses calculs, en raison d'un taux d'évaporation très élevé, l'eau du futur lac artificiel de Qattara s'évaporerait rapidement, formerait des nuages
puis retomberait sous forme de pluie dans le bassin méditerranéen. Ce processus engendrait ainsi un cycle naturel ininterrompu, capable de produire de l'énergie en continu. Cependant, cette vision d'un cycle naturel infini repose sur des calculs hydrologiques inexacts et s'avérait donc bien trop optimiste. Il n'en reste pas moins que cette idée d'une source d'énergie inépuisable a manifestement inspiré Friedrich Basler dans l'élaboration de son concept de moteur naturel presque perpétuel. C'est d'ailleurs Basler qui proposa pour la première fois de manière concrète de remplir progressivement la dépression de Qattara avec de l'eau. En effet, sous la chaleur écrasante du désert, l'eau s'évaporerait quasiment à la même vitesse qu'elle ne serait injectée. Autrement dit, dans ces conditions, le bassin destiné à devenir le futur lac-réservoir ne se remplirait jamais. Mais Basler affirma avoir trouvé une solution à ce problème. Selon ses calculs, pour submerger la dépression, il fallait faire affluer le plus d'eau possible durant les 10 premières années, afin que le niveau du lac atteigne une cote située à 60 mètres sous le niveau de la mer. Pendant cette phase, le niveau de l'eau ne monterait que très lentement. En revanche, une fois ce seuil des 60 mètres atteint, les apports et les pertes d'eau s'équilibreraient, rendant enfin une exploitation à grande échelle possible. Pour être honnête, cette idée d'une atteinte de l'équilibre paraît franchement tirée par les cheveux. On ne sait pas à quel point les calculs du taux d'évaporation étaient précis, ni quelle quantité d'eau serait perdue le long d'un canal de 60 à 80 km. De plus, si l'on prend en compte le coût de construction du canal et la présence de chaînes rocheuses entre la dépression de Qattara et la Méditerranée, la situation devient particulièrement délicate. Une question se pose alors. Comment franchir ces montagnes ? Faut-il creuser un tunnel ou faire passer un canal à ciel ouvert ? Quel que soit le choix retenu, des coûts colossaux seraient inévitables. Et dans le cas d'un tunnel, les travaux pourraient même s'étaler sur plusieurs décennies. Dans ce contexte, on raconte que Basler aurait avancé une idée pour le moins radicale. Creuser 213 puits le long du tracé et y placer des bombes nucléaires d'une puissance colossale, comprises entre 1 et 1,5 mégatonnes chacune. Selon son scénario, leur explosion simultanée permettrait de créer en quelques minutes seulement un canal présentant la largeur et la profondeur requises. Toutefois, ni le nombre exact de puits, ni la puissance des bombes nucléaires qu'il aurait proposées n'ont jamais été confirmés officiellement. Sans surprise, personne n'accepta de soutenir un plan aussi insensé. Il suffisait qu'un expert lucide montre une seule carte illustrant l'ampleur probable de la contamination radioactive. Cette pollution ne serait pas limitée à l'Égypte et aux pays voisins, mais se serait étendue jusqu'au sud de l'Europe. Les raisons du retour du projet Ball-Basler. On pensait que ce projet visant à remplir la dépression de Qattara avait été à jamais relégué aux oubliettes. En réalité, il n'a pendant longtemps pratiquement plus jamais été évoqué par qui que ce soit. Et pourtant, en coulisses, le monde a profondément changé. Par exemple, la population de l'Égypte est passée de 26 millions d'habitants en 1960 à environ 117,5 millions en 2025. Soit depuis l'époque où Basler proposait ses premiers plans fondés sur des explosions nucléaires. Et selon les projections, cette population atteindra 158,8 millions d'habitants d'ici 2050. Avec cette croissance démographique, la consommation d'électricité augmente elle aussi de manière continue et significative. Aujourd'hui, les centrales hydroélectriques, comme celle d'Aswan, ne couvrent que 7 à 10% des besoins énergétiques du pays. L'essentiel du reste, soit 70 à 80%, est produit en brûlant du gaz naturel. Par conséquent, l'Égypte est devenue extrêmement dépendante des combustibles fossiles, et sa propre production nationale ne suffit déjà plus à répondre à la demande croissante. Par ailleurs, la production des centrales hydroélectriques situées le long du Nil diminue lentement mais sûrement d'année en année. La principale cause en est le gigantesque barrage hydroélectrique que l'Éthiopie est actuellement en train de construire en amont du fleuve. Ce barrage éthiopien est en train de remplir son réservoir, ce qui réduit le volume d'eau atteignant l'Égypte via le Nil. En d'autres termes, l'Éthiopie contrôle de facto le débit du Nil, sans vraiment tenir compte des besoins de l'Égypte qu'elle réduit à sa guise. Tous ces problèmes cumulés ont fini par pousser le gouvernement égyptien à faire un choix. À votre avis, lequel ? Exactement. Il a décidé de se tourner à nouveau vers le projet Ball-Basler. Comment remplir la dépression de Qattara avec de l'eau ?
Les entreprises chargées de ce nouveau projet, Egit Consulting et Elite Capital & Co, sont confrontées à des défis extrêmement complexes. Avant toute chose, elles doivent décider si l'eau sera acheminée par un canal à ciel ouvert ou par un tunnel souterrain. Quelle que soit l'opinion choisie, il faudra aménager un tracé long de 55 à 75 km capable de faire circuler d'immenses volumes d'eau. Si l'on opte pour un canal, sa largeur varie selon les sources. Certains documents évoquent une largeur de 80 à 120 mètres, d'autres de 40 à 70 mètres. La profondeur prévue se situe autour de 20 à 30 mètres, avec une pente très légère estimée entre 0,1 et 0,2 degrés. Dans la zone côtière calcaire, la création de la tranchée initiale du canal nécessitera des tirs de mine dirigés avec précision. Ces détonations permettront de creuser un premier sillon approximatif. Les couches de sol plus tendres seront ensuite excavées à l'aide de foreuses rotatives, de pelles hydrauliques ou de trancheuses à chaîne. Une attention toute particulière sera portée à la protection des parois et du fond du canal. Les versants instables et les parois fragiles issues du creusement seront consolidés à l'aide de béton et de filets de renforcement spécialement conçus. Pour éviter l'érosion du fond du canal par l'eau, des plaques de béton armé seront posées, ainsi qu'une géomembrane étanche d'une épaisseur de 2 à 3 mm. Cela dit, compte tenu des caractéristiques régionales, le choix d'un canal ouvert comporte des risques importants. En effet, sous le climat extrêmement aride du Sahara, un canal exposé à l'air libre sur plusieurs dizaines de kilomètres entraînerait une évaporation massive de l'eau. Ce ne serait pas seulement comme jeter de l'argent par les fenêtres, ou plutôt ici, comme perdre d'énormes quantités d'eau. Le plus grave, ce sont les effets environnementaux que cela pourrait engendrer. Une évaporation intense pourrait provoquer une forte salinisation des sols, menant à la formation de croûtes de sel en surface. De plus, en cas d'effondrement ou de rupture des parois en béton, de vastes zones risqueraient d'être submergées. Il ne faut pas non plus oublier qu'un canal long de plusieurs dizaines de kilomètres viendrait couper les routes de migration de nombreux animaux du désert. À l'inverse, l'option du tunnel aurait un impact environnemental bien moindre. Elle perturberait à peine la surface désertique et ne provoquerait aucun changement notable du climat local. Il n'y aurait pas non plus de risque d'inondation en cas d'effondrement ou de rupture des parois. Et surtout, aucune perte d'eau par évaporation. Même les chats des sables, qui détestent se mouiller, n'auraient pas à s'énerver. Et ça aussi, c'est un point important, mine de rien. Miaou! Selon le projet, la profondeur du tunnel serait située entre 50 et 150 mètres sous la surface. Pour permettre le passage d'un volume d'eau aussi gigantesque, il faudrait que le tunnel ait un diamètre de 10 à 20 mètres, avec une pente d'au moins 0,1 à 0,2 degrés. L'atout majeur de cette solution par tunnel, c'est qu'elle permettrait d'utiliser les tunneliers de dernière génération, appelés TBM, Tunnel Boring Machines. Ces immenses machines, capables de creuser des tunnels de 10 à 20 mètres de diamètre à une vitesse industrielle, n'existent que depuis quelques décennies, bien après l'époque de Ball et Bassler. C'est précisément pour cette raison qu'à leur époque, l'idée même de creuser un tunnel de 55 à 75 km sous le Sahara n'était tout simplement pas envisageable. Avec les technologies d'alors, le coût aurait été totalement prohibitif. Certes, aujourd'hui encore, la construction d'un tunnel reste bien plus coûteuse qu'un canal. Mais grâce au progrès des techniques de creusement et aux nombreux avantages qu'offre le tunnel, cette option est désormais tout à fait compétitive. En réalité, les TBM modernes peuvent atteindre un diamètre de 20 mètres, ce qui correspond parfaitement aux dimensions prévues pour ce projet. Leur vitesse de creusement est également très satisfaisante. Dans les couches tendres, elles peuvent avancer de 15 à 40 mètres par jour, et dans les couches mixtes, de 8 à 20 mètres. Pour traverser les formations rocheuses dures, il faudra, comme dans le cas du creusement d'un canal, recourir à des explosifs. Dans ce cas, la vitesse de progression chutera à environ 2 à 8 mètres par jour. Selon certaines sources non confirmées, le coût du creusement du tunnel pourrait s'élever entre 20 et 40 milliards de dollars, soit 2 fois plus que celui d'un canal à ciel ouvert. Il ne faut toutefois pas oublier qu'il ne s'agit que d'estimations approximatives, en partie fondées sur des hypothèses, et non sur des calculs d'ingénierie rigoureux. Malgré cela, il est incontestable que la construction d'un tunnel serait techniquement bien plus complexe et nettement plus coûteuse qu'un canal. Comme vous pouvez le constater, ce projet visant à faire pénétrer l'eau de la Méditerranée dans la dépression de Qattara
impose aux ingénieurs et aux investisseurs un choix particulièrement difficile. Mais au bout de ce choix, c'est un avenir grandiose qui pourrait se profiler. Sur la carte de l'Égypte, une mer intérieure d'un bleu éclatant baptisée mer du Sahara central pourrait voir le jour à l'endroit même où s'étendait autrefois un désert de mort. Le long de ces côtes s'éleveraient des ports modernes, des stations balnéaires, de nouvelles villes, des zones verdoyantes et des champs ondulants au vent, cultivés notamment de blé. Cette mer artificielle abriterait des poissons marins, permettant à l'industrie de la pêche de prospérer. Un spectacle véritablement grandiose. Le climat du centre de l'Égypte deviendrait plus tempéré, et l'apparition de cette mer intérieure donnerait un formidable coup d'accélérateur à l'économie du pays. Un canal en provenance de la Méditerranée accueillerait des centrales hydroélectriques, capables de fournir une énergie propre à la nation, tout en rendant possible le dessalement de l'eau pour l'agriculture. Cela ouvrirait la voie à de nouveaux pôles agricoles et industriels, générant des dizaines de milliers d'emplois. Si ce projet de création d'une mer intérieure géante au cœur du Sahara voit le jour, ce sera l'un des plus grands exploits de toute l'histoire de l'humanité et peut-être le prélude à d'autres entreprises encore plus extraordinaires. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à le partager autour de vous. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour un nouveau voyage. Au revoir!